Il y a des gens qui ressentent trop, pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont ouverts, trop ouverts. Ils marchent dans une pièce et sentent immédiatement l'humeur des autres. Un regard triste, une tension non dite, une colère dissimulée. Et voilà, tout est absorbé. Comme une éponge émotionnelle. L'empathe se laisse pénétrer par les douleurs, les joies, les frustrations qui ne sont pas les siennes, et pourtant deviennent siennes. Le résultat? Un épuisement subtil mais constant. Une sensation étrange de vide, malgré une vie pleine de relations. Et surtout, une question lancinante. Qui suis-je vraiment quand je ne ressens plus les autres? La vérité, c'est que beaucoup d'empathes n'ont jamais appris à se sentir eux-mêmes. Ils ont confondu amour avec fusion, aide avec sacrifice, empathie avec annulation de soi. Et tôt ou tard, le corps lâche, l'esprit s'éteint et l'âme crie. Ce que Carl Jung a découvert, et que peu osent regarder en face, c'est que l'ombre de l'empathie cache souvent une profonde perte d'identité. Mais c'est aussi là, dans cette obscurité, que commence le chemin du retour à soi. Imaginez cette scène. Une femme entre dans la cuisine. Elle voit son compagnon silencieux, fatigué, préoccupé. Elle n'a rien dit, mais son cœur se serre. Elle essaie de lui parler, de comprendre, de le soulager. Et sans s'en rendre compte, elle absorbe tout, son stress, sa frustration, son mutisme. Quelques heures plus tard, elle se sent lourde, irritable, éteinte. Mais ce n'est pas son émotion, c'est celle de l'autre qu'elle a inconsciemment adoptée comme sienne. C'est ça la douleur secrète de l'empathe. Vivre à travers les autres, ressentir le monde comme un champ d'énergie brute, sans filtre, et peu à peu, se dissoudre dans le tumulte émotionnel environnant. Ce n'est pas une sensibilité ordinaire, c'est une fusion émotionnelle permanente. Un mode de survie appris très tôt, parfois dès l'enfance, dans des environnements où l'amour était conditionnel, où la sécurité dépendait de la capacité à sentir les autres pour éviter le rejet, la colère ou l'abandon. Mais ce talent précieux devient un piège. L'empathe grandit en croyant que ressentir pour l'autre, c'est aimer, et que s'oublier, c'est noble. Alors il ou elle devient l'ami parfait, le parent sacrificiel, le conjoint dévoué, le collègue toujours disponible. Et pourtant, à la fin de la journée, dans le silence de la nuit, une solitude abyssale s'installe, parce que ce que l'empathe a donné, personne ne peut vraiment le rendre. Et ce qu'il cherche, une reconnaissance de sa profondeur, reste souvent incompris. Carl Jung n'a pas seulement étudié la psyché humaine, il a cartographié l'âme, et ce qu'il a découvert est aussi bouleversant qu'essentiel pour l'empathe. Selon Jung, nous naissons avec un potentiel unique, un soi profond, mais nous grandissons en construisant un personnage social, la persona. C'est le masque que nous portons pour être accepté, aimé, validé, et l'empathe, lui, excelle dans cet art. Très tôt, il développe une hypercapacité à s'ajuster à l'émotion d'autrui. Il devient ce que l'autre a besoin qu'il soit. Un miroir affectif, un soutien infaillible, un refuge invisible. Mais ce que Jung souligne avec puissance, c'est que plus la persona est brillante, plus l'ombre est dense. L'ombre, dans la psychologie jungienne, représente toutes les parts de nous que nous avons refoulées, niées ou sacrifiées pour être aimées. Et chez l'empathe, cette ombre est souvent faite de besoins jamais exprimés, de colère étouffée, de désirs d'existence propre. L'individuation, selon Jung, est le processus qui nous permet de réconcilier ces deux mondes, le masque et le vrai moi. C'est le retour à l'authenticité. Mais ici se joue un paradoxe profond. Le plus grand don de l'empathe, ressentir l'autre, devient aussi son plus grand obstacle à l'individuation. Pourquoi? Parce qu'en fusionnant constamment avec les autres, il perd la capacité à entendre sa propre voix intérieure. Il devient l'autre, il devient ce que le monde attend, et oublie de devenir lui-même. C'est pourquoi, pour l'empathe, le chemin vers le vrai soi est souvent douloureux, car il implique une séparation, un désenvoûtement, parfois même une solitude radicale. Mais c'est aussi le début de la libération, quand l'empathe commence à observer ses dynamiques sans se juger. Mais avec lucidité, il entre enfin sur le chemin de la transformation profonde. Ce n'est plus l'amour qui se sacrifie, c'est l'amour qui se choisit. Ce n'est plus l'écoute de l'autre qui domine, mais l'écoute du soi. L'individuation n'est pas un égoïsme, c'est une reconquête. C'est se souvenir de ce que l'on est, au-delà des rôles, au-delà de la douleur absorbée, au-delà des attentes. Et ce chemin, Jung le savait, n'est pas linéaire, mais il est sacré. Il existe un schéma invisible, tapi dans l'ombre du cœur empathique, un mécanisme silencieux qui se répète, encore et encore, sans qu'on en ait conscience,
C'est ce que Jung aurait appelé un complexe autonome, une force intérieure qui prend le contrôle, sans qu'on le veuille vraiment. Ce schéma, c'est la fusion émotionnelle. À première vue, cela ressemble à de la compassion, mais en profondeur, c'est une disparition de soi. Le monde intérieur de l'empathe est souvent perméable. Les limites entre ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'autre sont floues, instables. Il n'y a pas de frontière claire. Ce que l'autre ressent, il le ressent. Ce que l'autre veut, il anticipe. Et ce que lui-même vit devient inaudible. Le problème, ce n'est pas la sensibilité, c'est l'absence de différenciation. Et ce schéma de fusion trouve très souvent ses racines dans une blessure ancienne, celle de n'avoir pas eu le droit d'exister pour soi. Dans l'enfance, peut-être, il fallait être sage, aider maman, calmer papa, s'adapter à l'humeur familiale pour ne pas faire de vagues. Alors l'enfant a appris à lire l'ambiance, à s'oublier, à survivre en s'ajustant. Mais ce qui a protégé autrefois devient, à l'âge adulte, un enfermement. La personnalité se fragmente. On devient un puzzle composé de morceaux des autres. Et dans cette confusion, certains tombent dans un piège subtil mais dangereux, la fausse spiritualité. Dans le désir d'aimer inconditionnellement, de se sacrifier pour la lumière, l'empathe peut rationaliser sa souffrance comme une mission divine. Il confond annulation de soi avec éveil spirituel. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est un oubli tragique de son individualité. Jung nous met en garde contre les illusions spirituelles. Il disait « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » La vraie transformation commence quand l'empathe ose regarder ce schéma de fusion en face, sans honte, sans idéalisation, mais avec une vérité simple, je ne suis pas l'autre. Et l'aimer ne nécessite pas que je me perde. Se désengager de la fusion, ce n'est pas devenir froid, c'est devenir entier. Et cela, c'est le premier pas vers une empathie mature, incarnée, consciente. Tout empathe croit profondément qu'il est une bonne personne, toujours là pour aider, toujours à l'écoute, toujours bienveillant. Mais sous cette lumière apparente se cache une vérité que peu osent regarder. Une vérité que Jung appelait l'ombre. L'ombre empathique est subtile mais puissante. Elle ne s'exprime pas en cris ou en colères éclatantes, mais en silence lourd, en ressentiment sourd, en fatigue chronique. C'est cette part de l'empathe qui, secrètement, a besoin d'être nécessaire. Qui trouve une forme de plaisir, souvent inconscient, à être le sauveur, celui ou celle sans qui les autres ne sauraient s'en sortir. Ce n'est pas une manipulation consciente, c'est un conditionnement affectif, enraciné dans une identité profonde. Je vaux quelque chose seulement si je suis utile aux autres, et ce besoin d'être indispensable devient un piège, car dès que l'autre ne reconnaît pas l'aide, dès qu'il s'éloigne ou qu'il ne guérit pas malgré tous les efforts, l'empathe ressent une frustration immense, mais il ne l'exprime pas, il ne le peut pas. Ce serait égoïste, ingrat, indigne de son rôle. Alors cette frustration devient colère refoulée, et la colère, lorsqu'elle ne peut pas sortir, se transforme en agressivité passive. Des silences accusateurs, des attitudes de retrait, des phrases blessantes, dites doucement mais chargées d'amertume, des gestes de sacrifice utilisés comme monnaie affective. Regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Cette ombre ne fait pas de l'empathe une mauvaise personne. Elle fait de lui un être humain. Et Jung nous invite ici à un acte de courage radical. Reconnaître notre propre part obscure, non pour la juger, mais pour l'intégrer. Car c'est seulement en regardant cette ombre que l'empathe peut sortir de son rôle de martyr affectif. C'est en osant dire « Oui, parfois j'aide pour être aimé. Oui, parfois j'attends quelque chose en retour. Oui, parfois je me mens à moi-même. » Ce n'est qu'à ce prix qu'une empathie mature peut émerger, non plus basée sur le besoin d'être reconnu, mais sur la liberté de choisir quand, comment et pourquoi donner, point. L'ombre n'est pas notre ennemi. Elle est un miroir, et en la regardant, l'empathe cesse d'être prisonnier de son personnage lumineux, pour devenir enfin entier. L'un des plus grands pièges de l'empathe, c'est de croire qu'il voit clair dans les autres. Il sent leurs tensions, perçoit leurs blessures, devine leurs intentions, parfois avant même qu'elles ne soient formulées. Et il n'a souvent pas tort. Mais Jung nous rappelle une loi fondamentale de la psyché. Tout ce qui est inconscient en nous est projeté à l'extérieur. Autrement dit, ce que l'empathe perçoit chez l'autre est souvent une partie non reconnue de lui-même. C'est là que réside le danger. L'empathe peut devenir un chasseur d'ombre, toujours à l'affût de la toxicité, des comportements destructeurs, des failles émotionnelles.
mais sans jamais voir qu'il projette sa propre douleur non intégrée sur le monde qui l'entoure. Il voit la manipulation chez les autres, mais ignore sa propre manière d'obtenir de l'amour à travers la culpabilité. Il dénonce les narcissiques, mais ne voit pas comment il attire sans cesse des relations de dépendance affective. Il accuse les autres d'égoïsme, mais refoule son propre besoin d'espace, de reconnaissance, de limite. Cette dynamique n'est pas consciente. Elle est inconfortable, mais profondément humaine. Et c'est là que Jung devient un guide essentiel. Il nous invite à faire un travail courageux, retirer nos projections. Cela ne signifie pas qu'il faille nier la toxicité extérieure ou excuser l'abus, mais cela veut dire « et si ce que je vois chez l'autre m'enseignait quelque chose sur moi ?» L'empathe a souvent été blessé par le rejet, la trahison, le silence, l'indifférence. Et ces blessures non guéries deviennent des lentilles à travers lesquelles il regarde le monde. Il ne voit plus ce qui est, il voit ce qu'il craint. Pire encore, il peut, sans le vouloir, manipuler à travers sa propre douleur. Utiliser sa souffrance comme une monnaie relationnelle. Regarde combien je souffre. Tu dois me traiter avec plus d'amour. Cela crée un chantage émotionnel subtil, une attente invisible, une tension constante. Et cette attente détruit la spontanéité de l'amour véritable. Reconnaître cela n'est pas facile, mais c'est une délivrance. Car quand l'empathe reprend possession de ses projections, il récupère un pouvoir immense. Le pouvoir de choisir ses perceptions. Le pouvoir de guérir ses blessures, plutôt que de les coller sur les autres. Le pouvoir d'aimer avec clarté et non avec besoin. Et surtout, le pouvoir de voir le monde tel qu'il est, non plus à travers la brume de son passé, mais à travers les yeux d'un soi réconcilié. Tout le monde porte un masque. C'est inévitable. Jung appelait cela la persona, l'image que nous construisons pour fonctionner dans la société, être accepté, aimé, compris. Mais chez l'empathe, cette persona prend une forme particulière. Elle se bâtit sur la sensibilité affichée, la disponibilité constante, l'écoute sans limite. On ne parle pas ici d'un rôle joué consciemment. C'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus enraciné. Il s'agit d'un personnage intérieur forgé au fil du temps, à travers les besoins des autres. Cette persona sensible devient peu à peu une sorte d'identité sacrée. Je suis celle ou celui qui comprend tout, qui soutient tout, qui ne fait jamais de mal. C'est noble, c'est touchant, mais c'est aussi profondément aliénant. Car à force de jouer ce rôle, même inconsciemment, l'empathe perd le contact avec ses vérités profondes. Il apprend à dire oui quand il pense non, à sourire quand il veut pleurer, à être fort quand il est épuisé. Et ce qui paraît être de la compassion devient en réalité un performance empathique. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que très tôt, l'empathe a associé son valeur à sa capacité à soulager les autres. Il s'est senti utile quand il a calmé les tensions familiales, absorbé la douleur, écouté sans parler. Et il a reçu en retour des signes d'amour, souvent les seuls qu'il pouvait percevoir. Alors il a intégré un schéma simple. Si je suis fort pour les autres, on m'aimera. Si je montre mes faiblesses, on me rejettera. Ce masque devient une prison dorée. On l'applaudit pour sa générosité. On le remercie pour sa gentillesse. Mais personne ne voit la souffrance silencieuse derrière. Et pire encore, l'empathe lui-même finit par oublier qu'il le porte. Le besoin d'approbation devient un fil conducteur invisible. Et chaque geste d'aide, chaque écoute offerte, chaque sacrifice s'accompagne, sans que cela soit conscient, d'un espoir. Peut-être que cette fois, on verra qui je suis vraiment. Mais tant que la persona sensible reste en place, ce moment ne vient jamais. Parce que les autres ne voient pas la personne, ils voient le rôle. Et l'empathe s'épuise à maintenir une image qu'il croit nécessaire pour mériter l'amour. Ce chapitre est une invitation à l'honnêteté radicale, à regarder ce masque non pas avec honte, mais avec tendresse. Car il a protégé, il a permis de survivre, mais aujourd'hui, il empêche de vivre pleinement. Tomber le masque ne veut pas dire devenir dur ou indifférent. Cela veut dire, je choisis d'être moi, même si cela dérange. Je choisis d'être vrai plutôt qu'aimer pour une illusion, et c'est là que commence la liberté. Il arrive un moment où l'empathe ne peut plus continuer. Tout semble tenir, jusqu'à ce que, soudainement, plus rien ne fonctionne. Ce n'est pas un burn-out classique, ce n'est pas une simple fatigue, c'est un effondrement intérieur, silencieux, souvent invisible pour les autres. Mais pour celui qui le vit, c'est comme si le sol se dérobait sous ses pieds. C'est ce que Jung appelait la nuit noire de l'âme, un passage obscur, douloureux mais nécessaire,
car aucun masque, aussi bien construit soit-il, ne peut tenir éternellement. La persona sensible, que l'empathe a si longtemps portée, finit par se fissurer, et ce qui était un refuge devient une cage. Les signes sont souvent subtils au début. Un sentiment de vide malgré une vie pleine. Des relations qui ne nourrissent plus, une hypersensibilité qui devient insupportable, et surtout, une perte de sens. L'empathe, à ce stade, ne sait plus pourquoi il aide, pourquoi il écoute, pourquoi il s'oublie. Le personnage qu'il a incarné pendant des années ne suffit plus, et un cri intérieur se fait entendre. Mais qui suis-je, moi? Où suis-je dans tout ça? Cet effondrement est douloureux, car il implique une mort symbolique, la mort du bon, du fort, du compréhensif, du toujours là pour les autres, mais c'est précisément dans cette chute que peut naître quelque chose de vrai. Jung nous enseigne que l'effondrement de la persona est une étape clé du processus d'individuation. Car tant que nous nous confondons avec notre masque, aucune transformation authentique n'est possible. Nous jouons un rôle, nous répondons aux attentes, mais nous ne vivons pas à partir du soi. L'effondrement permet cela, un désenvoûtement. Un moment de clarté brutale, où l'on voit enfin que ce que l'on croyait être soi n'était qu'une adaptation, et que derrière cette adaptation, il existe un être plus vaste, plus profond, plus vivant. Mais pour y accéder, il faut traverser le feu. Celui de la solitude, celui du doute, celui de la confrontation avec ce que l'on a fui depuis toujours, soi-même nu sans rôle à jouer. Ce chapitre n'est pas une fin, c'est une ouverture. Car après l'effondrement vient le silence. Et dans ce silence, une voix émerge, faible au début, puis plus claire. C'est la voix du vrai soi. Pas le soi qui veut plaire, pas le soi qui se sacrifie, mais le soi qui veut simplement exister, pleinement sans se fondre dans les autres. Et ce moment, aussi fragile soit-il, est le début d'une vraie liberté. Quand l'empathe arrive au point de rupture, deux chemins s'ouvrent devant lui. Revenir au masque, continuer à donner en s'effaçant, ou entamer un voyage intérieur, long, profond, sans garantie, mais libérateur. Le chemin de l'individuation empathique. Jung parlait de l'individuation comme d'un processus d'unification de l'être, où l'on cesse de vivre à partir de l'extérieur pour incarner son centre profond. Pour l'empathe, ce chemin suit souvent 4 étapes clés. Elles ne sont pas linéaires, elles se chevauchent, se répètent, se creusent, mais chacune est essentielle à la naissance du soi authentique. L'intégration de l'ombre, c'est le premier pas, le plus difficile. Regardez ce qui a été refoulé. Les colères non exprimées, les besoins ignorés, la manipulation inconsciente. Ne plus se voir uniquement comme la bonne personne, mais comme un être complet, fait de lumière et d'ombre. Intégrer l'ombre ne signifie pas agir selon ses pulsions, mais les reconnaître sans honte. C'est dire, oui, parfois je donne pour être aimé. Oui, parfois j'envie. Oui, parfois je juge. Et à partir de cette honnêteté, une clarté nouvelle naît. La dissolution de la persona il ne s'agit pas de rejeter toute capacité d'écoute ou de soin, mais de cesser de s'y identifier. L'empathe apprend à dire non, à poser des limites, à ne plus tout absorber. Il découvre qu'il n'a pas besoin d'être constamment disponible pour être digne d'amour. Derrière cette dissolution, un espace s'ouvre. Un espace inconnu, parfois terrifiant, mais rempli de potentiel. C'est là que le vrai moi commence à respirer. L'imagination active, le dialogue intérieur. Jung développait cette méthode comme un outil d'exploration de l'inconscient. L'empathe, souvent tourné vers les émotions des autres, apprend ici à tourner son attention vers l'intérieur. Par l'écriture, la visualisation, le rêve éveillé, il dialogue avec ses parts oubliées. Il découvre une richesse immense, ses désirs, ses archétypes, ses voix intérieures. Ce dialogue devient un pont entre l'inconscient et le conscient, un processus de reconnexion vivante, intime, puissante. L'autoréalisation et la fonction transcendante, c'est la dernière phase, qui n'est jamais vraiment une fin. L'empathe commence à agir à partir de son centre. Il ne réagit plus en fonction de la douleur des autres, mais en fonction de sa vérité intérieure. La fonction transcendante, chez Jung, est ce point d'équilibre entre les opposés, entre le besoin d'union et celui d'autonomie, entre le don et la préservation, entre la sensibilité et la souveraineté. L'empathe ne renonce pas à son don. Il le transforme. Il cesse d'être une éponge et devient un témoin conscient, capable d'aimer sans se dissoudre, d'écouter sans se sacrifier. L'individuation n'est pas un retrait du monde. C'est une manière nouvelle d'y entrer, entier, libre, enraciné.
L'empathie véritable ne s'arrête pas à la psychologie individuelle. Elle plonge ses racines dans des couches bien plus profondes, celles que Carl Jung appelait l'inconscient collectif. Selon lui, l'âme humaine est traversée par des archétypes universels, des formes symboliques ancestrales, indépendantes de notre histoire personnelle, mais qui vivent en nous tous. Elles nous guident, nous influencent, parfois même nous possèdent. Et l'empathe, avec sa sensibilité accrue, devient souvent un canal pour ces forces invisibles. L'accès aux archétypes certains empathes incarne spontanément des figures archétypiques puissantes. La mère nourricière, toujours là pour soigner, rassurer, contenir. Le sauveur, prêt à se sacrifier pour guérir le monde. La victime, silencieuse mais chargée d'une profonde souffrance collective. Le guerrier spirituel, luttant pour la lumière au cœur de l'ombre. Mais ce contact avec l'archétype peut devenir une possession psychique. Au lieu de dialoguer avec l'énergie symbolique, l'empathe devient l'archétype. Il ne joue plus un rôle, il s'y enferme, et cela devient dangereux. Parce qu'alors, ses relations ne sont plus humaines, mais mythiques. Il ne voit plus son compagnon ou sa compagne. Il voit un blessé à sauver. Il ne vit plus sa propre douleur. Il porte la douleur du monde entier. Ce phénomène, Jung l'appelait inflation archétypique. L'ego se confond avec une force trop vaste pour lui. L'individu se croit missionné, indispensable, porteur d'un destin collectif. Mais en réalité, il est décentré, coupé de lui-même. Et ce qui pourrait être une source d'inspiration devient une spirale d'épuisement. Vers une empathie sacrée, la solution n'est pas de rejeter ces archétypes, mais de les reconnaître comme des symboles, pas comme des identités, de les intégrer sans s'y soumettre. L'empathie, dans ce cadre, devient sacrée non pas parce qu'elle sauve, mais parce qu'elle éclaire. Elle devient une fonction consciente, choisie, équilibrée. L'empathe peut alors sentir une souffrance collective sans en être envahi. Il peut accompagner un autre être sans se prendre pour Dieu ou pour une mère divine. Il peut être touché sans être avalé. Et surtout, il cesse de confondre émotion et vocation. Il n'a pas à porter le monde pour avoir de la valeur. Reconnaître l'influence de l'inconscient collectif, c'est comprendre que certaines émotions ne sont pas les nôtres. C'est apprendre à faire la différence entre ce qui m'appartient, ce qui m'a été transmis, et ce que je suis en train de canaliser, sans le savoir. Ce discernement est essentiel pour ne pas devenir un réceptacle passif du chaos collectif. Il permet à l'empathe de rester ancré, lucide et surtout libre. Après avoir traversé l'effondrement, vu son ombre, dissous sa persona et rencontré les forces archétypiques de l'inconscient, l'empathe arrive à une étape décisive, l'épreuve de l'intégration. Car comprendre ne suffit pas, ressentir non plus. Même les plus profondes révélations restent inertes si elles ne deviennent pas vie vécue. Et c'est ici que beaucoup échouent ou abandonnent. L'intégration n'est pas spectaculaire. C'est un travail humble, quotidien, silencieux. Une série d'ajustements subtils dans la manière de penser, d'aimer, de parler, de réagir. Jung disait que l'individuation n'est pas un état, mais un processus. Et ce processus comporte des tests, des seuils à franchir, des choix à poser, encore et encore. 3 phases essentielles de l'intégration empathique 1. Conscience des limites, la souveraineté émotionnelle. Le premier test est celui de la frontière. Après une vie passée à absorber les émotions des autres, l'empathe apprend à se poser une question simple. Est-ce que ce que je ressens m'appartient? Cette distinction, entre moi et l'autre, devient la clé de voûte de la souveraineté émotionnelle. Elle ne coupe pas l'élan du cœur, mais elle donne à l'amour une forme claire, délimitée, consciente. L'empathe ne dit plus oui par réflexe. Il sent, il observe, il choisit, il ne se laisse plus happer. Il reste centré de réponse authentique. L'amour sans attachement vient ensuite le défi de la vérité relationnelle. L'empathe ne cherche plus à plaire, ni à sauver. Il n'attend plus que l'autre le comprenne ou le reconnaisse. Il parle avec clarté. Il dit ce qu'il ressent, non pour convaincre, mais pour être vrai. Il laisse l'autre libre de réagir, sans se sentir responsable de son état émotionnel. Cet amour-là n'est plus une dépendance. C'est un amour désidentifié, respectueux, lucide. Un amour sans attachement au résultat. Et cela change tout. Service sacré, témoigner sans absorber. Le dernier seuil est celui du service conscient. Non plus un service qui épuise, mais un service qui aligne. L'empathe découvre qu'il peut témoigner de la souffrance sans s'y noyer. Être présent mais pas fusionner. Aider sans se perdre. Il devient un gardien d'espace, un point d'ancrage silencieux.
quelqu'un qui incarne une énergie de clarté dans un monde chargé d'émotions diffuses. Ce type de service est rare, mais il est profondément guérisseur pour l'autre et pour soi. Intégrer, c'est vivre autrement. C'est faire de son empathie un choix éclairé et non une réponse automatique. C'est devenir l'auteur de sa vie et non plus le réceptacle des émotions collectives. Ce n'est pas l'éveil final, mais c'est une dignité nouvelle, celle d'un être présent à lui-même, enraciné, capable d'aimer sans se sacrifier. La théorie ouvre les yeux, mais seule la pratique transforme l'âme. L'empathe, après avoir compris ses mécanismes, ses blessures et ses dons, a besoin d'outils concrets pour habiter cette nouvelle conscience. Des gestes simples, symboliques, profonds, qui l'aident à transmuter ce qu'il absorbe en énergie claire, habitée, dirigée. C'est ce que nous appelons ici l'alchimie empathique. Non pas guérir les autres, mais se réconcilier avec soi-même à travers l'acte conscient. Voici 5 pratiques essentielles, à intégrer doucement, mais avec engagement. Le journal de l'empathie écrire. Ce que l'on ressent permet de séparer ce qui nous appartient, de ce que l'on a absorbé. Chaque jour, l'empathe peut noter ce qu'il a ressenti sans comprendre pourquoi, les interactions qui l'ont vidé ou nourri, les phrases intérieures qui ont émergé spontanément. Ce journal devient un miroir. Il rend visible l'invisible, et peu à peu, il aide à poser des mots là où il n'y avait que des ressentis diffus. 2. Les rituels de limite le corps a besoin de repères symboliques pour intégrer un changement. Créer un rituel simple, comme se laver les mains après une interaction difficile, changer de vêtements en rentrant chez soi, visualiser une barrière lumineuse autour de soi, permet à l'inconscient de comprendre. Ce qui est à l'autre s'arrête ici. Ces rituels, aussi subtils soient-ils, restaurent l'autonomie énergétique. Ils deviennent des alliés invisibles dans la vie quotidienne. Les transitions énergétiques, passer d'un espace à un autre, du travail à la maison, d'une relation tendue à un moment de solitude, demandent une transition consciente. L'empathe peut pratiquer la respiration profonde, la marche lente, ou simplement quelques minutes de silence les yeux fermés. Ce sont des micro-rituels de recentrage. Ils permettent à l'énergie de se réorganiser, de se détacher des charges accumulées. L'expression authentique, plutôt que de se taire, fuir ou exploser, l'empathe apprend à exprimer son vécu avec justesse. Il peut dire « Je me sens envahi. J'ai besoin de silence. Je sens que je m'éloigne de moi dans cette relation. » Ce langage, simple mais direct, dépouille la communication du surjeu émotionnel. Il ancre l'empathie dans la vérité, pas dans le sacrifice. Le travail de l'ombre appliqué enfin, l'empathe peut cultiver une pratique régulière de retour vers ses parts oubliées. Méditation sur les émotions refoulées. Écriture de dialogues avec son moi blessé. Observation des jugements pour découvrir les projections. Chaque retour vers l'ombre devient une alchimie vivante, une façon de reprendre la main sur ce qui était subi. Ces pratiques ne sont pas des recettes. Ce sont des portes ouvertes vers une présence plus habitée. Elles rappellent à l'empathe que son don n'a pas à l'épuiser, qu'il peut sentir, sans se perdre, et surtout, qu'il peut choisir comment vivre ce qu'il ressent. Plus l'empathe avance dans son chemin intérieur, plus il réalise une chose troublante. Les personnes qui croisent sa route, qui le blessent, qui le fascinent, qui l'épuisent, ne sont pas là par hasard. Chaque interaction devient un miroir. Et ce miroir ne reflète pas uniquement le monde extérieur. Il renvoie à l'intérieur, vers des parties de soi encore inconscientes, oubliées ou niées. Ce que l'on juge, ce qui nous dérange, ce que l'on idéalise, ce sont souvent des aspects de notre propre psyché projetés sur l'autre. Ce qui irrite et souvent réprimé l'empathe a souvent une image de lui-même liée à la douceur, à la compréhension, à la patience. Alors quand il croise quelqu'un de dur, de froid, de centré sur soi, il peut être profondément agacé. Il juge, il rejette, il se sent supérieur. Mais en vérité, ce rejet masque souvent un désir inconscient. Et si j'avais moi aussi le droit d'être ferme, de poser mes limites, d'exister sans me justifier, ce que l'autre exprime avec brutalité, l'empathe le porte en silence. Et cette tension intérieure crée la souffrance. Ce qui épuise et souvent mal géré l'empathe attire fréquemment des personnes en souffrance, dépendantes, désorganisées, instables. Et il s'épuise à vouloir les aider, les équilibrer, les porter. Mais si cela se répète, c'est peut-être parce que ces personnes incarnent une part de lui-même qu'il refuse de voir. Son propre chaos, son propre besoin d'être soutenu,
son propre droit à demander de l'aide. Tant qu'il n'intègre pas ces parts fragiles en lui, il les attirera à l'extérieur, comme des rappels inconscients. Ce qui fascine est souvent inexprimé, l'admiration excessive fonctionne comme une projection positive. L'empathe s'émerveille devant des personnes libres, audacieuses, expressives, sûres d'elles. Mais ce qu'il admire chez elles dort déjà en lui. Ces qualités ne sont pas étrangères, elles sont potentielles. Et le regard émerveillé qu'il pose sur l'autre peut devenir un appel « Il est temps que tu te réveilles. Toi aussi !» La clé. Intégrer plutôt que réagir, chaque miroir offre une opportunité d'élargissement de soi. Mais cela demande une posture particulière, observer sans juger. Se demander « Qu'est-ce que cela me dit sur moi ?» Accueillir la part en question, sans s'identifier à elle ce processus, libère une énergie immense, car ce qui était combattu à l'extérieur devient intégré à l'intérieur. L'empathe cesse alors d'être en réaction émotionnelle permanente. Il entre dans un rapport plus paisible au monde, où l'autre n'est plus une menace ou un fardeau, mais un enseignant symbolique. Le miroir empathique n'est pas un concept abstrait. C'est un chemin d'auto-reconnaissance à travers l'autre. Et c'est ainsi que l'empathe devient conscient. Il ne se perd plus dans ce qu'il ressent. Il s'en sert pour se retrouver. Il y a un moment, dans le voyage de l'empathe, où quelque chose change profondément. Ce n'est pas un éclair de lumière, ni une révélation mystique. C'est plus subtil, c'est un silence nouveau, un calme intérieur, là où régnait autrefois la confusion. C'est le signe que l'ancien monde est mort, celui du curateur blessé, du sauveur épuisé, du réceptacle émotionnel universel, et qu'un autre être est en train de naître, l'empathe conscient. Le curateur blessé, une identité sacrificielle. Pendant des années, l'empathe s'est défini à travers la douleur des autres. Il a cru que sa mission était de réparer, apaiser, porter. Mais derrière cette vocation, il y avait une blessure, celle de ne pas s'être senti aimé pour ce qu'il est, seulement pour ce qu'il donne. Le curateur blessé agit pour recevoir de l'amour. Il aide en espérant être vu. Il se sacrifie en silence, persuadé que c'est noble, alors que c'est une stratégie de survie, c'est cette identité-là qui meurt. Et cette mort est douloureuse, car elle emporte avec elle les anciennes certitudes. L'empathe conscient. Une présence incarnée. L'empathe conscient ne renie pas sa sensibilité, il la garde. Mais il ne s'y laisse plus enfermer. Il ressent mais choisit. Il aide mais pose des limites. Il comprend, mais ne fusionne plus. Il sait que l'amour n'est pas une disparition de soi, mais une expansion de l'être, et que sa valeur ne dépend plus de ce qu'il donne, mais de ce qu'il est. Ce changement est radical. Il ne se voit pas forcément de l'extérieur, mais à l'intérieur c'est un basculement. L'empathe n'est plus tourné vers la réparation du monde. Il est tourné vers l'incarnation de sa propre vérité. L'empathie transformée, choix, clarté, service. Quand l'empathie devient consciente, elle se libère du besoin de sauver. Elle devient une offrande libre, un acte de lucidité. L'empathe conscient peut être un soutien, un guide, une présence précieuse, mais il ne cherche plus à remplir un vide chez l'autre pour combler le sien. Il écoute avec clarté, il agit avec discernement, il se retire quand c'est juste, il reste quand c'est libre. Il ne prend plus en charge la douleur du monde, il la reconnaît, la respecte, mais il reste centré dans sa souveraineté. Une renaissance silencieuse. La naissance de l'empathe conscient n'est pas un triomphe égotique, c'est une renaissance intérieure, silencieuse, stable. C'est la fin d'un cycle de confusion, de fusion, de fatigue, et le début d'une vie vécue depuis l'intérieur, une vie dans laquelle l'empathe n'est plus l'éponge du monde, mais une présence claire au cœur du chaos, une vie dans laquelle il n'a plus besoin d'être nécessaire, parce qu'il s'est reconnu lui-même. Et de là, il peut enfin aimer sans se perdre, servir sans se sacrifier, ressentir sans se dissoudre. C'est là que l'âme empathique trouve son vrai pouvoir, non plus en portant les autres, mais en rayonnant simplement depuis sa vérité profonde.